L'année 1254 s'étirait paresseusement sur Venise, enveloppant la cité lacustre d'une lumière dorée et déclinante. Le soleil, tel un alchimiste céleste, transformait les eaux sombres des canaux en rubans d'or liquide, tandis que les façades ocre des palais et les tuiles des toits prenaient des teintes de terre cuite et de cinabre. L'air, lourd de l'humidité salée de la lagune, était un mélange complexe d'essences. Le parfum âpre du goudron des cales, la douceur entêtante des épices exotiques flottant depuis les entrepôts du Rialto, et l'odeur plus familière du poisson frais et des légumes des marchés. Les bruits de la ville, un concert incessant de voix, de clapotis de rames et de tintements de cloches lointaines, montaient et retombaient comme une marée sonore. Dans une maison de pierre austère mais respectable, nichée dans le labyrinthe du cestière de San Giovanni Grisostomo, non loin du cœur battant du commerce vénitien, une vie s'apprêtait à éclore. La pièce, faiblement éclairée par une chandelle dont la flamme dansait au gré des courants d'air, était imprégnée de l'odeur douceâtre des herbes médicinales et de l'effort. Nicolana de Fraise, épouse de Niccolo Polo, luttait. Ses gémissements, étouffés par des coussins humides, étaient les seuls sons audibles en dehors des murmures rassurants de la sage-femme. « Pousse, ma fille, pousse encore », exhortait la vieille femme, sa voix rauque de longues années d'expérience, ses mains calleuses et expertes. Le monde attend ce petit. Et quel monde! Venise n'était pas simplement une ville. C'était un organisme vivant, un carrefour vibrant où les civilisations se rencontraient, s'échangeaient, se frottaient les unes aux autres. Ces canaux étaient les veines par lesquelles affluaient les richesses de l'Orient et de l'Occident. Chaque jour, des navires aux voiles carrées ou latines, peints de couleurs vives, accostaient le long des quais, leurs coques usées racontant des histoires de tempêtes et de traversées lointaines. Ils déversaient sur les docks des trésors venus de contrées dont les noms seuls évoquaient la magie et le mystère. Soieries de Cathay, épices de l'Inde, pierres précieuses de Perse, encens d'Arabie, porcelaine délicate et bois précieux. L'effervescence était constante, un balai incessant de porteurs, de marchands aux burnous bariolés, de marins au visage buriné par le sel et le soleil, dont les langues multiples se mêlaient en une cacophonie fascinante. Le latin, le grec, l'arabe, le slavon, l'arménien, le farsi, toutes ces langues résonnaient dans les ruelles étroites, témoignage vivant de la portée des réseaux commerciaux vénitiens. C'est dans ce creuset de culture, de richesse et d'aventure que Marco Polo poussa son premier cri. Un cri faible, presque inaudible, mais qui, dans le silence de la chambre, résonna comme la promesse d'un destin extraordinaire. La sage-femme, avec un geste sûr, le déposa sur la poitrine haletante de sa mère. Nicolana, épuisée mais le cœur gonflé d'un amour infini, le regarda, une larme silencieuse roulant sur sa joue. Une pointe d'amertume voilait cependant son bonheur. Son mari, Niccolo, et son beau-frère, Maffeo, étaient absents. Partis, loin, vers cet Orient lointain dont les récits couraient les rues de Venise, vers les confins de la terre, emportés par l'insatiable soif d'aventure et de commerce qui animait les marchands Polo. Ils étaient partis bien avant que la vie ne s'éveille en elle, et leur retour était une incertitude, une prière quotidienne. Le jeune Marco grandit dans une maison où l'ombre de cette absence planait, non pas comme un fardeau, mais comme une aura de mystère et d'héroïsme. Nicolana, femme pieuse et résiliente, ne parlait jamais de Niccolo comme d'un père défaillant, mais comme d'un homme en quête, un pionnier dont la bravoure était proportionnelle à la distance parcourue. Elle racontait à son fils, dès qu'il fut en âge de comprendre, les bribes d'histoire que Niccolo lui avait contées avant son départ. Des caravanes marchant sous des cieux immenses, des cités aux murailles d'or, des hommes aux visages inconnus et aux coutumes étonnantes. Ces récits, distillés avec parcimonie, devinrent les premières semences de la curiosité insatiable de Marco. Niccolo Polo, bien que physiquement absent, était omniprésent dans l'imaginaire de son fils. Il n'était pas seulement un marchand, il était une légende vivante, un homme dont le nom était prononcé avec un mélange de respect et d'envie dans les cercles commerciaux de la Sérénissime. La maison des Polo, bien que modeste, portait les stigmates de cette vocation au voyage. Des cartes rudimentaires, tracées sur du parchemin jauni, ornaient les murs, leurs lignes pointillées s'étirant au-delà des mers connues, vers des terres mythiques. Des caisses en bois, parfois vides, parfois remplies d'échantillons de marchandises, s'empilaient dans un coin, exhalant une odeur persistante d'épices et de bois exotiques. Marco passait des heures, le nez levé, les yeux écarquillés, à observer les navires depuis les quais. Il voyait les galères majestueuses, leurs proues sculptées, leurs voiles gonflées par les vents, et il écoutait les marins, des hommes dont la peau était tannée par le soleil et le sel, dont les récits faisaient frissonner d'excitation. Des Grecs, des Arméniens, des Arabes, des Slaves, tous convergeaient vers Venise, chacun apportant son lot d'histoire, de légendes et de marchandises. On parlait du prêtre Jean et de son royaume chrétien perdu au-delà des terres d'islam, d'hommes à tête de chien, de montagnes d'or gardées par des griffons, de fleuves de diamants. Ces contes, souvent déformés par la distance et l'imagination, préparaient le terrain pour l'extraordinaire, le démesuré, pour ce qui allait un jour être raconté par Marco lui-même. Le jeune Marco absorbait tout cela comme une éponge. Sa curiosité n'était pas seulement enfantine, elle était insatiable, profonde, presque une faim viscérale.
Il voulait savoir comment les épices poussaient, d'où venaient les soies si fines qu'elles semblaient tissées de brume, comment les hommes survivaient dans les déserts infinis. Il posait des questions incessantes à sa mère, à la vieille servante Martha qui s'occupait de lui, à tous ceux qui voulaient bien lui accorder un instant. Martha, une femme robuste aux yeux pétillants, lui racontait des histoires de marins qui avaient vu des serpents de mer aussi grands que des galères, ou des oiseaux géants capables d'emporter un éléphant dans leur serre. Elle disait que l'Orient était une terre de magie et de merveilles, mais aussi de dangers indicibles, de sultans cruels et de créatures monstrueuses. Ces récits, loin de l'effrayer, ne faisaient qu'attiser sa soif de découverte. Dans son esprit d'enfant, le danger était une composante inhérente à l'aventure, un prix à payer pour la magnificence. Il se voyait déjà, tel son père absent, chevauchant à travers des steppes balayées par le vent, naviguant sur des mers inconnues, découvrant des trésors et des peuples nouveaux. L'absence de Niccolò et Maffeo n'était pas un vide, mais une promesse, un horizon lointain vers lequel son propre destin semblait inexorablement tendre. Venise elle-même était une leçon constante sur l'interconnexion du monde. Chaque jour, Marco voyait des visages inconnus, entendait des langues qu'il ne comprenait pas, touchait des étoffes dont il ignorait la provenance. Il observait les marchands vénitiens, ces hommes pragmatiques et audacieux, dont la vie était une succession de paris risqués et de récompenses potentielles. Ils étaient les intermédiaires du monde, les tisseurs d'un réseau complexe qui reliait les ports de la mer du Nord au comptoir de la Chine. Leur audace était légendaire, leur capacité à naviguer, à négocier, à survivre dans des environnements hostiles, une source d'admiration. Le jeune Marco passait ses journées à errer dans les ruelles étroites, à travers les campis et les ponts de pierre. Il se faufilait dans les marchés, s'arrêtant devant les étals débordant de marchandises. Il humait l'odeur du poisson frais, de l'huile d'olive, du pain chaud, mais aussi les effluves plus exotiques des épices, des parfums, des cuirs travaillés. Il voyait des épices de toutes les couleurs, le rouge profond du paprika, le jaune vif du safran, le brun terreux de la cannelle. Il touchait les soies lisses et froides, les brocarts lourds d'or, les tapis persans aux motifs complexes et aux couleurs saturées. Chaque objet était un fragment d'un monde lointain, un indice, une invitation au voyage. Parfois, il se tenait près des docks, observant le déchargement des navires. Des porteurs aux muscles saillants trimbalaient des ballots de marchandises, des jarres d'huile, des sacs de céréales. Mais ce qui captivait le plus Marco, c'était le moment où l'on sortait des caisses scellées, des coffres verrouillés, contenant les véritables trésors de l'Orient. Il imaginait déjà ce qu'ils pouvaient contenir, des perles, des rubis, des émeraudes, des objets d'artisanat si délicats qu'ils semblaient avoir été créés par des esprits invisibles. Ces observations quotidiennes nourrissaient son imagination débordante. L'absence de son père, loin d'être une source d'amertume, se transformait en un moteur. Niccolò Polo n'était pas un père absent, mais un père en mission, un père dont la vie était une épopée. Et Marco, le fils, se sentait déjà lié à cette épopée, comme si son propre sang portait l'empreinte de l'aventure et la soif de l'ailleurs. La lagune, avec ses eaux miroitantes et ses brumes matinales, n'était pas une barrière, mais une porte ouverte sur l'infini. Au-delà de l'Adriatique, au-delà de la Méditerranée, s'étendaient des continents entiers, des royaumes inexplorés, des peuples aux coutumes inimaginables. Les cartes accrochées dans sa maison n'étaient pas des fins en soi, mais des points de départ, des invitations à tracer de nouvelles lignes, à découvrir de nouvelles terres. Le sentiment d'un destin lié à l'aventure grandissait en lui avec chaque année qui passait. Il n'était pas un enfant comme les autres. Alors que ses camarades de jeu se contentaient des jeux de course dans les ruelles ou des batailles imaginaires sur les ponts, Marco rêvait de caravanes serpentant à travers des déserts brûlants, de rencontres avec des empereurs puissants, de la découverte de cités perdues. Il apprenait à lire et à écrire avec une ferveur particulière, non pas pour les textes religieux ou les traités de droit, mais pour les récits de voyage, les descriptions de géographie, les chroniques d'explorateurs. Il dévorait chaque mot, chaque image, chaque carte, cherchant des indices, des chemins, des réponses aux questions qui bourdonnaient sans cesse dans son esprit. Sa mère, Nicole Anna, le voyait grandir avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle savait que son fils portait en lui la même flamme que son père. Elle reconnaissait dans ses yeux vifs et curieux le même désir d'aller voir au-delà de l'horizon, de ne pas se contenter du monde connu. Elle essayait de le retenir, de lui inculquer la prudence, de lui parler des dangers réels et tangibles des voyages lointains, les maladies, les pirates, les tempêtes, la solitude. Mais elle savait que c'était en vain. Le sang des Polos coulait dans ses veines, et ce sang avait soif d'ailleurs. La soif de découverte qui grandissait en lui n'était pas seulement une curiosité intellectuelle. C'était une nécessité existentielle. Il sentait qu'il y avait un vide en lui, un espace qui ne pouvait être comblé que par l'expérience directe du monde. Les récits des autres, aussi fascinants soient les récits des autres, aussi fascinants soient-ils, ne pouvaient jamais rivaliser avec la promesse de l'expérience vécue. Marco le sentait au plus profond de son être, cette conviction inébranlable que son destin ne se jouerait pas dans les ruelles familières de Venise, mais quelque part bien au-delà, là où le soleil se levait sur des mondes inexplorés.
Pendant que le jeune Marco grandissait ainsi, nourri par les légendes et le mystère de l'absence paternelle, son père Niccolo et son oncle Maffeo poursuivaient leur propre odyssée, ignorant tout de la vie qui s'épanouissait en leur nom dans la Sérénissime. L'année 1260 les trouva non pas dans le doux clapotis de la lagune, mais sous un ciel immense, d'une immensité écrasante, au cœur de l'Asie centrale. Leur voyage, entamé en 1255, avait été une succession d'épreuves et de merveilles, une traversée des empires et des déserts, des montagnes et des fleuves, défiant la compréhension même des cartographes vénitiens. Ils avaient laissé derrière eux les derniers avant-postes chrétiens, s'enfonçant toujours plus loin dans les terres d'islam, puis au-delà, vers les vastes steppes balayées par les vents où régnait la puissance mongole. Après des années de pérégrination, de troc habile et de diplomatie instinctive, ils étaient parvenus aux portes de ce que l'Occident appelait le Cathay, le royaume mythique de la Chine. Leur destination finale n'était autre que la cour de Kubilai Khan, le petit-fils du légendaire Gengis Khan, souverain d'un empire si vaste qu'il embrassait des peuples et des cultures innombrables. Le contraste avec Venise était si saisissant qu'il en était presque irréel. Là où Venise était une mosaïque d'eau et de pierre, une cité intime et labyrinthique, la cour de Kubilai Khan s'étalait en une immensité organisée, une splendeur défiant l'entendement. Lorsque Niccolo et Maffeo pénétrèrent enfin dans l'enceinte de la résidence impériale, ce fut comme franchir le seuil d'un autre monde. L'air, pur et sec après des mois de poussière des steppes, vibrait d'une énergie différente, une énergie de pouvoir et d'opulence. Les palais, d'une architecture qu'ils n'avaient jamais imaginée, se dressaient, leurs toits aux tuiles vernissées reflétant le soleil avec l'éclat des joyaux. Des jardins impeccables s'étendaient à perte de vue, peuplés d'arbres exotiques et de bassins aux eaux limpides où nageaient des poissons aux couleurs éclatantes. Les sons aussi étaient différents. Fini le clapotis familier des gondoles et le brouhaha des marchés vénitiens. Ici, c'était le murmure respectueux d'une cour immense, le tintement délicat des clochettes des pagodes, le son lointain des instruments de musique aux mélodies étranges et envoûtantes. Des gardes aux armures rutilantes, de soie et de métal, se tenaient immobiles, leurs visages impassibles. Des dignitaires vêtus de soie brodée d'or et d'argent se déplaçaient avec une gravité cérémonielle. L'odeur de l'encens se mêlait à celle des épices inconnues, des thés rares et des parfums délicats, créant une atmosphère d'une richesse sensorielle étourdissante. Kubilai Khan lui-même était une figure d'une majesté écrasante. Son trône, sculpté dans le bois le plus précieux et incrusté de gemmes scintillantes, dominait la salle d'audience. Il était assis, massif et serein, ses yeux bridés observant les deux marchands vénitiens avec une curiosité non dissimulée. Sa barbe, parsemée de fils d'argent, encadrait un visage aux traits puissants, marqué par des années de commandement. Niccolo et Maffeo, habitués aux rois et aux princes d'Europe, se sentaient ici comme de simples fourmis face à la puissance d'un titan. Ils avaient apporté avec eux des présents modestes, des étoffes fines et des bijoux d'Europe, mais ils savaient que ce n'était pas la valeur matérielle de leurs offrandes qui importait, mais plutôt leur audace d'avoir traversé le monde. L'empereur, par l'intermédiaire de ses interprètes, les interrogea longuement. Il était fasciné par l'Occident, par ses coutumes, sa religion, ses sciences. Il voulait tout savoir de l'Europe, de ses rois, de ses peuples, de ses croyances. Il écouta avec une attention soutenue les récits des polos sur la chrétienté, les papes, les croisades et les cités marchandes. Il posa des questions sur les arts, les techniques, les philosophies. Niccolo, pragmatique et éloquent, répondit avec toute l'honnêteté et la diplomatie dont il était capable. Il décrivit Venise avec fierté, mais sans jamais s'étendre sur des détails qui pourraient paraître insignifiants aux yeux de l'empereur. Il parla des routes commerciales, des marchandises, des richesses, mais aussi de la foi et des sciences. Après plusieurs jours d'audience, Kubilai Khan, impressionné par leur intelligence et leur courage, leur confia une mission d'une importance capitale. Il désirait envoyer une ambassade au pape à Rome, demandant l'envoi de 100 savants chrétiens capables de lui enseigner la science et la religion de l'Occident. Il leur remit des lettres scellées et un sceau d'or, signe de son autorité impériale. Il leur demanda également de lui rapporter de l'huile sainte du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Les polos acceptèrent avec une humilité respectueuse, mais au fond d'eux-mêmes, une excitation fiévreuse montait. Cette mission n'était pas seulement une opportunité commerciale inouïe, c'était une reconnaissance de leur valeur, une marque de confiance d'un souverain dont la puissance dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Le poids de la mission était immense, mais la perspective de revenir en Europe avec un tel mandat était enivrante. L'immense distance qui les séparait de leur foyer ne semblait plus qu'un détail face à la grandeur de leur tâche. 14 années s'étaient écoulées depuis leur départ de Venise, 14 années pendant lesquelles le monde avait continué de tourner, et un enfant avait grandi sans connaître son père. L'année 1269 vit enfin le retour de Niccolo et Maffeo Polo à Venise. La nouvelle de leur arrivée se répandit comme une traînée de poudre à travers la ville. On les avait crus morts, perdus dans les confins de l'Orient, et leur réapparition tenait du miracle. Leur navire, plus modeste que les galères officielles, accosta sur un quai moins fréquenté, mais la foule ne tarda pas à s'y masser, curieuse et excitée. Marco, désormais un adolescent de 15 ans, se tenait au premier rang de la foule, son cœur battant à tout rompre.
Il n'avait aucun souvenir de ce père et de cet oncle, seulement des récits, des ombres, des voix lointaines. Il les avait imaginés 1000 fois, mais la réalité était tout autre. Deux hommes, le visage buriné par le soleil et le vent, les yeux plissés par des horizons lointains, débarquèrent, vêtus de soies étranges et de fourrures qu'on ne voyait pas en Europe. Leur barbe était longue, leurs gestes mesurés, et une aura d'étrangeté les enveloppait. Niccolò, plus âgé qu'il ne l'avait été au départ, mais son regard toujours vif et perçant, chercha du regard sa femme, Nicolana. Lorsqu'il la vit, vieillie elle aussi, mais le sourire radieux, il la serra dans ses bras avec une émotion contenue. Puis ses yeux se posèrent sur le jeune homme qui se tenait à ses côtés, grand, élancé, les mêmes yeux vifs que les siens. « Marco » demanda Niccolò, sa voix rauque d'émotion et de fatigue. Marco hocha la tête, incapable de prononcer un mot. C'était donc cela, son père. Pas le fantôme des récits, mais un homme de chair et de sang, un homme qui avait vu des choses inouïes. L'étreinte fut maladroite, mais sincère. Un mélange d'affection filiale et d'une gêne certaine. Ils étaient père et fils, mais aussi deux étrangers. Les jours suivants furent remplis d'un mélange d'effervescence et d'étrangeté. La maison des Polo, autrefois silencieuse, résonnait désormais des voix des deux voyageurs, de leurs récits et des visites incessantes des amis, des marchands et des curieux. Niccolò et Maffeo racontaient leur odyssée, leur rencontre avec des peuples aux coutumes étonnantes, les splendeurs de la cour de Kubilai Khan, la richesse inimaginable de son empire. Ils décrivaient les villes de marbre, les ponts de pierre sculptés, les rivières navigables où flottaient des milliers de jonques, les vastes steppes où paissaient des troupeaux infinis. Marco buvait leurs paroles, chaque mot confirmant et dépassant ses rêves d'enfant. Les légendes de Martha, les cartes jaunies sur les murs, tout prenait vie. Il posait des questions sans fin, son esprit avide de détails. Comment les Mongols chassaient-ils? Quelle langue parlaient-ils? Quel dieu adoraient-ils? Son père et son oncle, bien que fatigués, répondaient avec une patience infinie, voyant dans l'éclat des yeux de Marco le reflet de leur propre soif d'aventure. Mais les récits des Polo n'étaient pas accueillis partout avec la même ferveur. De nombreux Vénitiens, habitués aux contes fantaisistes des marins, écoutaient avec un scepticisme grandissant. Des palais d'or et d'argent? Des millions de sujets? Un empereur qui ne boit que du lait de jument fermenté? Les murmures couraient dans les ruelles et les tavernes. Ils ont dû perdre la raison, disaient certains. Ou ils inventent des histoires pour se faire valoir. Les Polo étaient riches, certes, mais leurs récits étaient jugés à la limite de la crédibilité, trop grandioses, trop merveilleux pour être vrais. Ils étaient les millionnaires, non pas pour leur fortune, mais pour les millions d'exagérations qu'on leur attribuait. Pour Marco, cette incrédulité était blessante, mais elle ne faisait que renforcer sa propre conviction. Il voyait la vérité dans les yeux de son père, dans la manière dont il décrivait les choses, dans les détails précis qu'il donnait. Il savait que ces mondes existaient, et il sentait un désir ardent, presque une nécessité viscérale, de les voir de ses propres yeux. Il ne pouvait plus se contenter d'écouter. Il devait partir. Le contraste entre le Marco imaginé et le Marco réel était frappant pour Niccolò. Il avait laissé un nourrisson, il retrouvait un jeune homme déjà formé, intelligent, curieux, mais aussi un peu réservé, marqué par une enfance passée sans figure paternelle. Il y avait une distance à combler, un lien à tisser. Mais la passion de Marco pour leur récit était un pont, une invitation à la complicité. Niccolò reconnaissait en son fils la même flamme qui l'avait poussé lui-même aux confins du monde. L'appel de l'Orient, cependant, ne tarda pas à se faire à nouveau sentir. Kubilai Khan attendait sa réponse, les 100 savants, l'huile sainte. Le temps pressait. Le pape Clément IV, à qui il devait s'adresser, était mort, et l'Église était dans une période d'interrègne. Après 1 an et demi d'attente à Venise, les Polo, impatients et soucieux de remplir leur mission, décidèrent de partir pour Acre, alors le siège du légat pontifical. Ils y obtinrent l'huile sainte et l'autorisation de retourner auprès de l'empereur avec une mission diplomatique. L'année 1271 marqua un tournant décisif. Le moment du départ était venu. Pour Marco, ce n'était pas seulement un voyage, c'était la réalisation d'un destin, l'accomplissement d'un rêve nourri depuis l'enfance. L'excitation était immense, une vague d'adrénaline pure qui le traversait de la tête aux pieds. Il ne se sentait plus seulement le fils de Niccolò, mais un Polo à part entière, prêt à suivre les traces de son père et de son oncle, prêt à tracer ses propres lignes sur les cartes vierges de son imaginaire. Les préparatifs furent minutieux. Niccolò, en marchand expérimenté, ne laissait rien au hasard. Des provisions pour des mois, des étoffes à échanger, des instruments de navigation rudimentaires mais essentiels, des armes pour se défendre contre les brigands et les bêtes sauvages. Les lettres du pape, soigneusement scellées, étaient confiées à Niccolò, ainsi que les fioles d'huile sainte. Marco, quant à lui, emportait le strict nécessaire, des vêtements solides, quelques livres de prière, et un carnet vierge, prêt à accueillir les merveilles qu'il allait découvrir. Il avait le sentiment que ce carnet serait son compagnon le plus fidèle, le témoin silencieux de son aventure. L'adieu à Venise fut teinté d'une mélancolie douce amère. Nicolana, sa mère, le serra dans ses bras, les yeux embués de larmes, mais son regard portait aussi une lueur de fierté.
Elle savait qu'elle ne reverrait probablement jamais son fils, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas le retenir. Le destin des Polos était de voyager, d'explorer, de revenir avec des récits qui défieraient l'imagination. Marco, pour sa part, ressentait un pincement au cœur en quittant la ville de son enfance, la lagune familière, les visages aimés. Mais cette tristesse était rapidement balayée par l'anticipation fiévreuse de l'inconnu. Le petit groupe, composé de Nicolo, Maffeo, du jeune Marco et de quelques serviteurs et compagnons de route, embarqua sur une galère marchande qui les emporterait vers l'est. Les voiles se gonflèrent sous la brise marine, et Venise s'éloigna lentement, ses palais se réduisant à de minuscules silhouettes, ses clochers s'estompant dans la brume matinale. Marco resta longtemps sur le pont, le regard fixé sur l'horizon qui s'ouvrait devant lui, un mélange d'exaltation, de peur de l'inconnu, et la réalisation profonde que son rêve d'enfant n'était plus un rêve, mais une réalité palpable. C'était le début d'une aventure qui allait changer sa vie à jamais, et, sans qu'il le sache encore, le cours de l'histoire. Le voyage commença par la traversée de la Méditerranée, une mer que Marco connaissait déjà un peu, mais jamais sous cet angle. Les escales à Acre, à Ayas en Arménie, furent des premières immersions dans des cultures différentes, des préludes à la symphonie d'altérité qui l'attendait. Il observait tout avec une acuité nouvelle, chaque visage, chaque vêtement, chaque son, chaque odeur. Son père et son oncle, désormais plus que de simples parents, étaient ses guides, ses mentors, lui enseignant les rudiments de la négociation, les subtilités des langues orientales, l'art de l'observation silencieuse. À Ayas, ils prirent la route terrestre, une décision dictée par la prudence et la nécessité. Devant eux s'étendait l'immense continent asiatique, un patchwork de royaumes, de déserts et de montagnes. Le voyage allait être long et ardu, jalonné de rencontres, de découvertes culturelles et de dangers incessants. Les Polos s'enfoncèrent dans les terres de l'Arménie, puis de la Perse. Les paysages changeaient au fil des jours, passant des collines verdoyantes aux plateaux arides, des vallées fertiles aux montagnes déchiquetées. Marco apprit vite la dureté de la vie sur la route. Les journées étaient longues, ponctuées par la monotonie des pas des chameaux et des chevaux, par la chaleur écrasante du soleil, par la poussière qui s'infiltrait partout. Les nuits étaient fraîches, étoilées d'une myriade d'astres qu'il n'avait jamais vus aussi brillants à Venise, mais aussi emplis de bruits étranges et lointains, de la clameur des bêtes sauvages. Ils traversèrent des cités caravanières vibrantes, des carrefours commerciaux où se mêlaient les langues et les marchandises du monde entier. Tabriz, Kerman, Hormuz, des noms qui résonnaient comme des poèmes, des lieux où l'air était imprégné des parfums d'épices, de cuir et de musc. Marco, guidé par son père, apprenait à distinguer les différentes qualités de soie, les origines des tapis, la pureté des pierres précieuses. Il observait les marchands persans, leurs gestes lents et calculés, leurs négociations interminables, leurs sourires énigmatiques. Il commença à saisir les nuances des coutumes locales, la manière de saluer, de manger, de se vêtir, de prier. Le voyage les mena ensuite à travers les déserts de sel et les steppes désertiques de l'Afghanistan, où le vent soulevait des colonnes de sable qui dansaient à l'horizon. L'eau était rare et précieuse, les oasis des havres de paix où l'on trouvait un répit bienvenu sous l'ombre des palmiers. La solitude des vastes étendues était parfois oppressante, mais elle offrait aussi une occasion de réflexion, une confrontation silencieuse avec l'immensité du monde et la petitesse de l'homme. Marco sentait son esprit s'élargir, les frontières de son monde intérieur reculer devant l'ampleur de ce qu'il voyait. Puis vinrent les montagnes infranchissables du Pamir, le toit du monde. L'air se raréfiait, le froid mordait la peau, et les sentiers sinueux s'accrochaient aux flancs des falaises, défiant la gravité. Les chevaux peinaient, les hommes marchaient en silence, le souffle court, les poumons brûlants. Marco, dont la jeunesse lui conférait une certaine endurance, fut néanmoins mis à l'épreuve. Il apprit la patience, la résilience, la nécessité de compter sur ses compagnons. C'est là, dans l'immensité silencieuse de ces sommets enneigés, qu'il vit pour la première fois les mouflons aux cornes majestueuses dont son père lui avait parlé, des créatures mythiques qui semblaient défier les lois de la nature. Après des mois et des mois d'une marche épuisante, ils atteignirent enfin les confins du désert de Gobi, une étendue aride et impitoyable où les mirages dansaient à l'horizon et où le silence était si profond qu'il en devenait assourdissant. Le soleil brûlait le jour, le froid glaçait la nuit. Les caravanes devaient suivre des pistes invisibles, guidées par des étoiles dont les constellations n'étaient pas celles de Venise. Marco apprit à lire les signes du désert, à reconnaître les traces des bêtes, à anticiper les tempêtes de sable. Il apprit à survivre. Ce long et ardu voyage fut une véritable école pour Marco. Il n'était plus l'adolescent curieux mais naïf qui avait quitté Venise. Il était devenu un homme du monde, un observateur attentif, un polyglotte en devenir. Il avait appris les rudiments du persan, du turc, et quelques mots de mongol. Il avait développé une capacité d'adaptation extraordinaire, capable de manger les mets les plus étranges, de dormir dans les conditions les plus rudimentaires, de négocier avec des hommes aux mœurs les plus diverses. Sa transformation était profonde, pas seulement physique, mais aussi mentale et spirituelle. L'émerveillement face à la diversité du monde ne s'était pas estompé, au contraire,
Il s'était intensifié, devenant une soif inextinguible de comprendre, de documenter, de se souvenir. Chaque rencontre, chaque paysage, chaque saveur était une leçon, une pièce du puzzle immense et complexe qu'était le monde. Il avait vu des villes dont la richesse surpassait Venise, des marchés où l'on trouvait des marchandises inimaginables, des temples aux rites étranges, des peuples aux visages et aux coutumes si différents qu'il remettait en question tout ce qu'il avait cru savoir. L'endurance physique et mentale des trois polos était mise à l'épreuve chaque jour. Mais la perspective d'atteindre enfin le Cathay, de retrouver le grand Kubilai Khan, était une source constante de motivation. Pour Niccolò et Maffeo, c'était la satisfaction de reprendre la route, de poursuivre leur vocation. Pour Marco, c'était bien plus. C'était la confirmation que son intuition d'enfant était juste, que l'aventure était son destin, que le monde était bien plus vaste et plus merveilleux que tout ce que les Vénitiens sceptiques pouvaient imaginer. Il était en train de devenir le témoin de l'histoire, l'homme dont le récit allait un jour défier les esprits et élargir les horizons de l'Occident, même si, pour l'instant, il n'était qu'un jeune homme silencieux, absorbant chaque détail du monde qui s'offrait à ses yeux. Le soleil se couchait sur l'immensité du désert, peignant le ciel de teintes d'orange et de pourpre, promettant un nouveau jour, une nouvelle étape vers l'inconnu, vers le royaume de Kubilai Khan. Après des mois d'une marche harassante, ponctuée par la monotonie des pas des chameaux et le chuchotement du vent dans les herbes hautes des steppes, le paysage commença à se transformer, subtilement d'abord, puis avec une magnificence croissante. Les étendues désertiques, les montagnes déchiquetées et les plaines arides cédèrent la place à des terres cultivées avec une méticulosité étonnante. Des canaux d'irrigation, tracés avec une ingéniosité qui stupéfia Marco, serpentinaient à travers des champs verdoyants, des rizières miroitantes et des vergers où pendaient des fruits inconnus. L'air, purifié par la distance et la verdure, se chargea d'une douceur nouvelle, mêlée aux effluves de terre mouillée, de fleurs et de fumées lointaines. Les routes, jadis de simples pistes poussiéreuses, devinrent plus larges, plus régulières, bordées d'arbres majestueux dont les frondaisons offraient une ombre bienvenue. Des villages apparurent, ordonnés et propres, leurs toits de tuiles colorées reflétant le soleil avec une gaieté inattendue. Les gens, vêtus de soie légère aux motifs délicats, se déplaçaient avec une élégance et une dignité qui contrastaient avec la rudesse des peuples des steppes. Marco, le cœur battant d'une anticipation fiévreuse, sentait l'approche du cœur de l'Empire, le centre vibrant de ce monde dont son père et son oncle avaient tant parlé. Enfin, après un dernier virage sur une colline douce, la vision apparut, une étendue de splendeur qui défiait toute description. Devant eux, s'étirait la majestueuse cité de Khanbalik, la grande capitale, s'étendant à perte de vue comme un tapis tissé de briques, de bois et de toits vernissés. Ses murailles, d'une hauteur et d'une épaisseur défiant l'imagination, s'élevaient vers le ciel, d'une terre battue d'un rouge profond, comme une cicatrice gigantesque gravée dans le paysage. Des tours de guet se dressaient à intervalles réguliers, sentinelles silencieuses veillant sur l'immense étendue de la ville. Marco sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas seulement la taille de la cité qui le frappait, mais son ordonnancement, sa symétrie parfaite. Les rues, larges et droites, s'entrelaçaient en un quadrillage impeccable, menant toutes vers un centre invisible, le cœur battant de cet empire colossal. Des milliers de maisons, de temples aux toits recourbés, de jardins et de marchés s'étalaient sous ses yeux, baignés dans une lumière dorée de fin d'après-midi. Le silence relatif de la steppe avait été rompu par un bourdonnement lointain, une mélodie complexe de voix, de clochettes et de bruits de charrettes, qui grandissait à mesure qu'il s'approchait. En franchissant les portes monumentales, gardées par des soldats aux armures rutilantes, le groupe des polos fut englouti par un flot humain d'une densité insoupçonnée. C'était un tourbillon de couleurs, de langues et d'odeurs. Des marchands aux turbans exotiques, des moines aux robes safran, des dignitaires vêtus de soie précieuse, des paysans aux visages burinés, des soldats mongols aux traits sévères, tous se côtoyaient dans une harmonie étonnante. Les charrettes tirées par des bœufs ou des chevaux transportaient des marchandises de toutes sortes, des épices aux soieries, des porcelaines délicates aux lourds sacs de grains. L'odeur de la ville était un mélange enivrant. Le parfum âcre du thé, l'arôme doux et épicé de l'encens brûlé dans les temples, la saveur piquante de la friture des échoppes de rue et la douceur des fleurs exotiques. Marco, ses sens en éveil, essayait d'absorber chaque détail, chaque visage, chaque son. Il se sentait à la fois écrasé par l'immensité et le fourmillement de la vie, et exalté par la découverte. C'était comme si toutes les légendes, tous les récits de son enfance, prenaient corps devant lui, mais avec une ampleur et une richesse qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le palais impérial, situé au cœur de la cité, était une ville dans la ville. Ses murs d'enceinte, encore plus hauts et plus imposants que ceux de Khanbalik elle-même, abritaient une succession de pavillons, de temples, de jardins et de lacs artificiels. Des portails magnifiques, ornés de sculptures et de peintures aux couleurs vives, s'ouvraient sur des cours intérieures où le silence et l'ordre régnaient en maître. L'opulence était partout, dans les bois précieux des colonnes, les marbres polis des sols, les tuiles dorées des toits qui scintillaient sous le soleil, les broderies d'or et d'argent qui ornaient les tentures et les coussins. Niccolò et Maffeo, bien qu'habitués à cette splendeur,
marchait avec une dignité respectueuse, guidant Marco à travers ce labyrinthe de magnificence. Ils avaient été annoncés, et l'attente de l'audience avec le grand Khan était palpable. Marco, son cœur battant la chamade, sentait le poids de l'histoire, la rencontre imminente avec l'homme le plus puissant de la Terre. L'audience eut lieu dans la grande salle du trône, une pièce d'une immensité vertigineuse, dont le plafond était soutenu par des colonnes laquées de rouge et d'or. Des tapis somptueux recouvraient le sol, et des tentures de soie brodées de motifs complexes pendaient des murs. Au fond de la salle, sur une estrade surélevée, trônait le grand Khan Kubilai, une figure d'une majesté écrasante. Il était assis sur un trône sculpté dans l'ébène et l'ivoire, incrusté de perles et de pierres précieuses, sous un dais de soie jaune, la couleur impériale. Sa stature était imposante, son visage large et serein, encadré par une barbe parsemée de fils d'argent. Ses yeux, d'un noir profond et perçant, observaient la scène avec une intensité qui semblait sonder les âmes. Autour de lui se tenaient des dignitaires mongols, des conseillers chinois, des eunuques et des gardes, tous vêtus de soie chatoyante, dans un silence quasi religieux. Niccolò et Maffeo s'avancèrent, Marco à leur côté, le pas mesuré, le regard baissé en signe de respect. Ils s'inclinèrent profondément, les mains croisées sur la poitrine, une salutation qu'ils avaient apprise lors de leur précédent séjour. Marco les imita, mais ne put s'empêcher de lever un instant les yeux, captivé par la figure du Khan. C'était un homme qui portait le poids d'un empire, dont la puissance était palpable, un mélange de sagesse, d'autorité et d'une curiosité intellectuelle que Niccolò avait su percevoir. La voix du Khan, grave et résonnante, brisa le silence. Il s'adressa à eux par l'intermédiaire d'un interprète, demandant des nouvelles de leur voyage, de l'état de l'Occident, et surtout, des savants et de l'huile sainte qu'il avait demandé. Niccolò, avec son éloquence habituelle, expliqua la mort du pape et l'interrègne qui avait suivi, justifiant ainsi l'absence des 100 savants. Il présenta l'huile sainte du Saint-Sépulcre, un geste symbolique qui fut accueilli avec un hochement de tête approbateur du Khan. Puis vint le moment de présenter Marco. Niccolò, posant une main sur l'épaule de son fils, le désigna. « Monseigneur, voici mon fils, Marco. Il a voyagé avec nous depuis Venise, et il a été un observateur attentif de tout ce que nous avons rencontré en chemin. » Kubilai Khan laissa son regard perçant s'attarder sur le jeune Vénitien. Marco, conscient d'être scruté, sentit une chaleur monter à son visage, mais il soutint le regard du souverain avec une dignité inattendue. Il n'était plus un enfant, mais un homme qui avait traversé des continents. Le Khan, intrigué par l'assurance de ce jeune occidental, posa quelques questions. Il demanda à Marco ce qu'il avait vu, ce qu'il avait appris. Marco, inspiré par l'ampleur de la tâche et la présence du Khan, commença à raconter. Il ne se contenta pas de décrire les paysages ou les villes. Il parla des coutumes des peuples rencontrés, de leur langue, de leur religion, de leur mode de vie. Il décrivit les techniques d'irrigation qu'il avait observées, les méthodes de construction des ponts, la variété des épices et des marchandises. Sa mémoire, affûtée par des années d'observation silencieuse et de préparation mentale, était prodigieuse. Il parlait avec une vivacité, une précision et une curiosité authentiques qui captivèrent le grand Khan. Il ne s'agissait pas seulement d'un récit, mais d'une analyse, d'une tentative de comprendre et de retranscrire la complexité du monde. Kubilai Khan écouta, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Il était habitué aux récits des marchands et des envoyés, mais jamais il n'avait rencontré quelqu'un d'aussi jeune et pourtant d'aussi perspicace. Marco ne se contentait pas de rapporter des faits. Il les interprétait, les mettait en perspective, montrant une intelligence et une capacité d'observation rare. À la fin de l'audience, le Khan prit une décision qui allait changer le cours de la vie de Marco. Il déclara, « Ce jeune homme a l'esprit vif et l'œil juste. Il sera mon émissaire, je l'enverrai dans les provinces les plus éloignées de mon empire, et il me rapportera ce qu'il y verra. Mais je ne veux pas seulement des faits, je veux qu'il me raconte ce qui émerveille, ce qui étonne, ce qui est singulier. Je veux des histoires. » Niccolò et Maffeo furent stupéfaits, mais Marco sentit une étincelle s'allumer en lui. C'était l'opportunité qu'il avait attendue toute sa vie. La porte s'ouvrait non seulement sur l'aventure, mais sur une mission, un rôle qui dépassait ses rêves les plus fous. Il n'était plus un simple marchand, mais un observateur, un conteur au service du plus grand souverain du monde. Ainsi commença la période la plus extraordinaire de la vie de Marco Polo. Pendant 17 années, de 1275 à 1292, il parcourut l'immense empire mongol, devenant les yeux et les oreilles de Kubilai Khan. Ses missions le menèrent aux confins de la Chine, vers des contrées dont les noms seuls évoquaient la magie et le mystère. Il voyagea vers le sud, vers les provinces de Yunnan et du Sichuan, où les montagnes s'élevaient comme des dents de dragon et où les rizières en terrasse dessinaient des œuvres d'art sur les flancs des collines. Il fut envoyé vers l'est, le long des côtes de la mer de Chine, découvrant des villes portuaires grouillantes de vie, des jonques aux voiles rouges et des marchés débordants de produits de la mer. Il s'aventura même vers le Japon, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds, rapportant les récits des îles lointaines et de leurs richesses. Chaque mission était une nouvelle immersion dans un monde différent.
Marco s'adaptait avec une facilité déconcertante, apprenant les dialectes locaux, adoptant les coutumes, observant avec une curiosité insatiable. Il passait des mois, parfois des années, loin de la cour impériale, explorant des régions inexplorées par les Européens, rencontrant des peuples aux croyances et aux modes de vie étonnants. Il vit des villes dont la population dépassait de loin celle de Venise et de toutes les cités européennes réunies. Hangzhou, la ville du ciel, avec ses canaux sillonnant la ville comme des artères vitales, ses ponts de pierre sculptés, ses maisons de thé flottantes, ses marchés où l'on trouvait des soies si fines qu'elles semblaient tissées de brume. Il décrivit les milliers de bateaux qui sillonnaient le Grand Canal, les systèmes administratifs complexes et efficaces qui géraient l'approvisionnement de millions de personnes. Il fut émerveillé par les avancées technologiques des Chinois, l'imprimerie, le papier-monnaie, la poudre à canon utilisée pour les feux d'artifice et les signaux, la boussole qui guidait les marins sur des mers lointaines. Il décrivit le charbon, cette pierre noire qui brûlait comme du bois et dont les Chinois se servaient pour se chauffer, une ressource inconnue en Europe. Il nota les systèmes de poste impérial, avec ses relais de chevaux rapides qui permettaient aux messages de parcourir des milliers de kilomètres en quelques jours, une efficacité qui ferait rougir les rois européens. Marco était un observateur total. Il ne se contentait pas de voir, il comprenait. Il décrivait les systèmes de gouvernement, les lois, les religions bouddhisme, taoïsme, confucianisme, christianisme nestorien, islam qui coexistait sous la tolérance du Grand Khan. Il s'intéressait aux détails de la vie quotidienne, la façon de préparer le thé, les jeux d'échecs chinois, les arts martiaux, la musique aux mélodies étranges et envoûtantes. Lorsqu'il revenait à la cour, souvent après des années d'absence, il était accueilli avec impatience par Kubilai Khan. Marco ne se contentait plus de simples rapports. Il avait appris l'art de la narration, la capacité à transformer les faits en récits vivants et captivants. Il parlait de l'or des toits des palais de Kaiping, des perles des îles du Japon, des épices des Indes, des tigres du Bengale, des éléphants de Birmanie. Il décrivait les coutumes matrimoniales des Tatars, les chasses impériales avec des milliers d'hommes et de faucons, les banquets somptueux où des centaines de plats étaient servis. Le Khan écoutait, fasciné. Il appréciait non seulement les informations précieuses que Marco rapportait, mais aussi la manière dont il les présentait, avec une vivacité et une richesse de détails qui transportaient l'auditeur. Marco était devenu un conteur hors pair, capable de peindre des images avec des mots, de faire revivre des scènes lointaines. Il avait compris que le Khan ne voulait pas seulement savoir, il voulait ressentir le monde qu'il gouvernait. Pourtant, malgré cette intégration profonde, Marco restait un étranger. Il était l'apostrophe occidental, l'homme aux yeux clairs et à la barbe, un conseiller précieux mais toujours en marge, un observateur privilégié mais jamais tout à fait un initié. Il parlait couramment plusieurs langues, mais le fond de son être restait vénitien. Cette distance, cette position d'entre-deux, était à la fois une force et une source de solitude. Il voyait le monde avec un regard neuf, sans les préjugés des locaux, mais il portait aussi le poids de cette étrangeté, le sentiment d'être un pont entre deux mondes qui se comprenaient si peu. Cette solitude, cependant, était aussi le terreau de son ambition. Chaque récit qu'il faisait au Khan était une preuve de sa valeur, une affirmation de son identité nouvelle. Il n'était plus le jeune homme timide qui avait quitté Venise, mais un homme d'expérience, un diplomate, un explorateur, un conseiller dont l'avis était écouté. Il se forgeait une réputation, non pas comme un simple marchand, mais comme un homme de savoir, un témoin unique du monde. Pendant ces années, Marco accumula une quantité phénoménale de connaissances. Il mémorisait les noms des villes, des rivières, des montagnes, des peuples. Il étudiait les cartes, les chroniques, les traditions orales. Il notait mentalement chaque détail, chaque anecdote, chaque bizarrerie. Son esprit était une bibliothèque vivante, un trésor d'informations qui dépassait de loin tout ce que l'Occident connaissait de l'Orient. Il était conscient de la valeur de ce qu'il voyait, de l'importance de son rôle. Il était le passeur, celui qui allait ramener ces merveilles à un monde qui les ignorait. La splendeur de la cour mongole, le luxe des palais, la richesse des fêtes impériales, tout cela était un contraste saisissant avec la rudesse des steppes et la simplicité de la vie de caravane. Marco avait appris à apprécier les deux. Il pouvait passer d'une tente en feutre à un palais de soie et d'or sans sourciller, s'adaptant à chaque environnement avec une aisance remarquable. Mais il ne perdait jamais de vue la fragilité de toute chose, la nature éphémère de la grandeur. Le sentiment d'être un étranger, un observateur privilégié mais toujours extérieur, ne le quittait pas. Il était le Ferengi, l'homme venu de l'Ouest, regardé avec curiosité, parfois avec suspicion, mais le plus souvent avec respect. Il était celui qui posait des questions, qui cherchait à comprendre, qui ne se contentait pas des apparences. C'est cette distance qui lui permettait d'analyser, de comparer, de voir les choses sous un angle différent. Son ambition grandissait avec chaque mission, chaque découverte. Il ne cherchait plus seulement la richesse matérielle, bien que cela restât une composante de son être de marchand vénitien. Il cherchait la connaissance, l'expérience, le prestige. Il voulait que son nom soit associé à ses découvertes, que son histoire soit racontée. Il se sentait destiné à être le témoin de cette grandeur, le héros d'un monde inconnu.
Les années passèrent, et Marco mûrit, son visage se burinant, son regard devenant plus profond, plus réfléchi. Il avait vu des choses que peu d'hommes avaient vues, et il portait en lui le poids de ces merveilles. Il avait assisté à la puissance du Grand Khan, à l'efficacité de son administration, à la tolérance de son empire. Il avait vu la grandeur et la misère, la beauté et la cruauté. Il avait appris la patience, la diplomatie, la survie. Son identité de simple marchand vénitien s'était estompée, remplacée par celle d'explorateur et de conseiller impérial. Il était devenu un homme du monde, un pont entre l'Orient et l'Occident. Il avait transcendé les frontières de sa naissance, embrassant une destinée plus vaste. Il était devenu le Marco Polo que l'histoire allait retenir, le voyageur dont le récit allait défier les imaginations et ébranler les certitudes. Ces années au service du Grand Khan furent le zénith de son existence, le point culminant de son voyage. C'est là qu'il accumula les observations qui formeraient le cœur de son œuvre, les récits qui seraient considérés comme des millions d'exagérations par ses contemporains, mais qui, pour lui, n'étaient que la vérité d'un monde plus grand et plus merveilleux que tout ce que l'Europe avait osé rêver. Il était au sommet de sa vie d'aventurier, un homme entre deux mondes, portant en lui les germes d'une histoire qui allait un jour éblouir et scandaliser. Le soleil se couchait sur les toits vernissés de Khanbalik, peignant le ciel de teintes d'or et de pourpre, et Marco, quelque part dans l'immense palais, contemplait le monde, son esprit rempli d'images et de récits qui attendaient d'être racontés. Il était prêt, il avait tout vu, et il était prêt à témoigner. Les années s'étaient écoulées comme les grains de sable dans le sablier du temps impérial, invisible et inéluctable. 17 hivers et 17 étés avaient vu Marco Polo arpenter les routes poussiéreuses de l'Empire, traverser des fleuves aux eaux tumultueuses et s'émerveiller devant des cités plus grandes et plus somptueuses que tout ce que l'Occident pouvait imaginer. Il avait été les yeux et les oreilles de Kubilai Khan, son émissaire, son conseiller, son conteur privilégié. Mais au-delà des honneurs et des richesses accumulées, une mélancolie discrète avait commencé à s'insinuer dans le cœur des trois Vénitiens. La lagune lointaine, les cloches de San Marco, le parfum salé de l'Adriatique, tout cela commençait à exercer une attraction irrésistible. Kubilai Khan, jadis un souverain à la force de titan, était désormais un vieil homme. Son corps, autrefois puissant, était alourdi par les ans, ses traits marqués par les décisions innombrables et les responsabilités d'un empire s'étendant d'un océan à l'autre. Ses yeux, pourtant, conservaient leur éclat perçant, et son esprit restait vif, mais une certaine lassitude transparaissait dans ses gestes lents. Il s'était profondément attaché au polo, et particulièrement à Marco, dont la vivacité d'esprit et la capacité à rapporter les merveilles du monde avec une clarté désarmante l'avaient toujours fasciné. Les trois hommes avaient tenté à plusieurs reprises de solliciter leur congé, avec des arguments de plus en plus pressants, mais le Khan, avec une affection mêlée d'un pragmatisme impérial, refusait obstinément. « Comment pourrais-je me passer de vous ?» demandait-il, sa voix grave résonnant dans la salle du trône. « Qui d'autre pourrait me rapporter de tels récits, avec une telle vérité, une telle passion ?» Le temps passait, et l'inquiétude grandissait chez les Polos. Le Khan n'était pas immortel, et la succession d'un empire aussi vaste était toujours une période de trouble et d'incertitude. Ils avaient amassé une fortune considérable en rubis, saphirs, perles et autres gemmes, ainsi qu'en soieries et épices rares, mais comment la ramener à Venise sans la protection du Grand Khan ? Ils craignaient qu'à la mort de leur protecteur, leur position privilégiée ne se transforme en vulnérabilité, qu'ils ne soient dépouillés de leurs biens, voire pire, retenus prisonniers. L'Orient, aussi merveilleux fût-il, pouvait se montrer cruel et imprévisible. Le destin, cependant, intervint sous la forme d'une requête diplomatique. Arghun, le Khan de l'Ilkhanat de Perse, petit-neveu de Kubilai et son vassal, avait perdu sa femme bien-aimée, la princesse Bolgana. Sur son lit de mort, elle avait exprimé le désir que son successeur soit choisi parmi sa propre famille, les Bayo de la cour de Kubilai. Arghun envoya une ambassade à Khanbalik pour demander une nouvelle épouse. La princesse choisie fut Keketchin, une jeune femme d'une beauté et d'une dignité remarquables, à peine âgée de 17 ans. Le voyage terrestre vers la Perse était périlleux, infesté de brigands et traversé par des zones de guerre. L'ambassade d'Arghun, qui avait déjà enduré de lourdes pertes sur le chemin de l'Allée, demanda à Kubilai un escorte plus sûr pour le retour de la princesse. C'est là que les Polos virent leur chance. Ils avaient prouvé leur habileté en mer lors de leur voyage vers l'Est. Niccolo, avec son pragmatisme aiguisé par des décennies de commerce, et Marco, avec son éloquence et son sens de l'observation, plaidèrent leur cause. Ils soulignèrent leur expérience des voyages lointains, leur connaissance des routes maritimes, et leur capacité à gérer les situations délicates. Le Khan hésita longuement, le cœur déchiré entre son affection pour eux et la nécessité de garantir la sécurité de la princesse. Finalement, il céda, ce serait le dernier service qu'il lui rendrait. Les préparatifs furent colossaux. Une flotte de 14 jonques, les plus grandes et les plus robustes de l'Empire, fut armée et approvisionnée pour un voyage qui s'annonçait long et difficile. À bord, plus de 600 personnes. La princesse Keketchin et sa suite, les ambassadeurs persans, un contingent de guerriers mongols pour la protection, et bien sûr, les trois Polos, avec leurs serviteurs et leurs trésors.
Marco, en tant que représentant du Khan, fut chargé de superviser tous les aspects du voyage, de la navigation à la logistique, en passant par la sécurité. C'était une tâche immense, mais il l'aborda avec l'assurance d'un homme qui avait passé sa vie à défier l'impossible. L'année 1292, sous un ciel d'un bleu profond, la flotte quitta le port de Zaiton, l'un des plus grands du monde. Les voiles rouges et blanches se gonflèrent au vent, et les navires glissèrent sur les eaux turquoises de la mer de Chine méridionale. Pour Marco, c'était un nouveau chapitre, un retour vers l'inconnu par une voie nouvelle. Le voyage maritime était une entreprise d'une ampleur sans précédent pour des Européens, une traversée des mers de l'Inde, des archipels mystérieux et des côtes africaines. La mer, si différente des steppes et des déserts, offrait ses propres défis. Les tempêtes étaient fréquentes et d'une violence inouïe, les vents contraires pouvaient retarder la flotte pendant des semaines et la chaleur des tropiques était suffocante. Les marins chinois, experts dans l'art de la navigation en haute mer, guidaient les jonques avec une habileté admirable, utilisant la boussole, les étoiles et les cartes rudimentaires. Marco observait tout, notant les courants marins, les vents dominants, la faune et la flore marine. Il était fasciné par les poissons volants, les dauphins espiègles et les requins silencieux qui suivaient parfois les navires. La vie à bord était un microcosme de l'empire mongol, un mélange de culture, de langue et de coutumes. Marco passait ses journées à discuter avec les marins, les marchands, les moines bouddhistes et les soldats mongols. Il apprenait de nouvelles histoires, de nouvelles légendes, de nouvelles façons de voir le monde. Il veillait sur la princesse Keketchin, dont la dignité et la résilience, malgré les épreuves, forçaient l'admiration. Elle était une prisonnière dorée, un pion sur l'échiquier des empires, mais elle portait son destin avec une grâce royale. Le voyage fut long, parsemé d'escales dans des ports exotiques, Sumatra, Ceylan, les côtes de l'Inde. Marco découvrit des épices encore plus rares, des animaux fabuleux, des peuples aux rituels étranges. Mais les dangers étaient omniprésents. Les maladies tropicales firent des ravages parmi l'équipage et les passagers. Les pirates rôdaient dans les archipels, et les récifs coralliens menaçaient les coques des navires. Au cours des 2 années que dura la traversée, 600 personnes périrent, ne laissant qu'une poignée de survivants. Les polos, avec leur persévérance et leur chance, firent partie des rescapés, mais le tribut fut lourd. Finalement, en 1294, la flotte atteignit Ormuz, sur la côte persane. Le débarquement fut un soulagement immense, teinté de la tristesse des pertes subies. La princesse Keketchin fut remise à Ghazan Khan, le fils d'Arghun, car Arghun lui-même était décédé pendant le long voyage. Ghazan, respectant la volonté de son père, épousa la princesse, qui devint ainsi la grande Khanum de Perse. Les polos avaient rempli leur mission, avec succès et avec honneur. Après avoir passé quelques mois à la cour de Ghazan, où ils furent traités avec la plus grande estime, les polos, épuisés mais riches de nouvelles expériences et de trésors, reprirent leur route vers l'ouest. Ils traversèrent la Perse à cheval, puis l'Anatolie, évitant les zones les plus dangereuses, guidés par leur instinct de marchand et leur connaissance des routes. Le paysage changeait à nouveau, les villes devenaient plus familières, les visages plus occidentaux. Chaque pas les rapprochait de Venise, de ce foyer qu'ils avaient quitté il y a si longtemps. L'année 1295. 24 ans après leur départ, Niccolo, Maffeo et Marco Polo revinrent enfin à Venise. Mais le retour ne fut pas celui qu'ils avaient imaginé. Ils arrivèrent à la dérobée, à bord d'un petit navire marchand, débarquant sur un quai discret. Leurs vêtements de soie mongole étaient usés et déchirés par le voyage, leurs visages burinés par le soleil et le vent, leurs barbes et leurs cheveux longs et enchevêtrés. Ils parlaient un vénitien hésitant, parsemé de mots persans et mongols. Personne ne les reconnut. La maison familiale, laissée à d'autres membres de la famille, était occupée. Les serviteurs les prirent pour des mendiants, des vagabonds revenus des confins du monde, et refusèrent de les laisser entrer. « Nous sommes les polos !» s'écria Niccolo, sa voix rauque de fatigue et d'indignation. « Nous sommes Niccolo, Maffeo et Marco !» Mais les visages autour d'eux restaient incrédules. Ils avaient été crus morts depuis des années, oubliés des registres, leurs biens redistribués. C'est alors que Marco, avec un sourire las, eut une idée. Il fit organiser un grand banquet, invitant les membres de leur famille et leurs anciens associés. Au cours de la soirée, les 3 hommes apparurent vêtus de robes somptueuses, puis, devant des convives ébahis, ils déchirèrent les doublures de leurs vieilles tuniques, laissant s'échapper une pluie de gemmes étincelantes, rubis, saphirs, émeraudes, diamants, perles. Les pierres roulèrent sur la table, brillant de 1000 feux sous la lumière des chandelles. Le silence stupéfait fut bientôt remplacé par un murmure d'admiration et de reconnaissance. Ce n'était pas seulement la richesse qui parlait, mais l'audace, la preuve tangible d'une aventure qui dépassait l'entendement. Les polos étaient revenus, plus riches et plus mystérieux que jamais. Leur retour fut un événement à Venise, mais l'adaptation à la vie vénitienne fut difficile pour Marco. Après 24 ans passés dans un monde d'une grandeur et d'une diversité inimaginables, la cité des Doges, aussi magnifique fut-elle, lui semblait étrangement petite, ses querelles mesquines.
Il avait vu des empires s'étendre sur des continents entiers, des villes abritant des millions d'âmes, des technologies qui défiaient la compréhension occidentale. Comment parler de cela à des marchands préoccupés par les taxes sur le sel et les tarifs des galères? Les récits des Polo, et particulièrement ceux de Marco, commencèrent à circuler dans la ville. Ils racontaient des ponts de pierre de la taille de montagne, des fleuves de diamants, des hommes à tête de chien, des oiseaux géants capables d'emporter des éléphants. Ils parlaient de palais aux toits d'or, de papier-monnaie, de charbon qui brûlait sans faire de fumée, de systèmes postaux plus rapides que le vent. Les Vénitiens écoutaient, fascinés et sceptiques à la fois. Il millonnait, le surnom moqueur de Marco, commença à se répandre. Non pas pour sa fortune, mais pour les millions de mensonges, d'exagérations, qu'on lui attribuait. On disait de lui qu'il avait vu plus de merveilles que quiconque, mais qu'il les avait aussi inventées. Marco, blessé par ce scepticisme, se sentait incompris. Il avait ramené la vérité d'un monde lointain, et on la prenait pour une fable. La soif d'ailleurs qu'il avait animée enfant s'était transformée en une soif de reconnaissance, de compréhension. Mais la guerre allait bientôt lui offrir une autre opportunité de se distinguer, bien que tragique. Venise était en conflit permanent avec sa grande rivale commerciale, Gênes. En 1298, la guerre entre les deux puissances maritimes atteignit son paroxysme. Marco Polo, homme d'expérience et de courage, bien qu'il n'ait jamais été un marin de guerre, fut nommé commandant d'une galère, ou du moins participa activement à la flotte vénitienne. Le 8 septembre 1298, au large de l'île de Curzola, les flottes vénitiennes et génoises s'affrontèrent dans une bataille navale féroce. Des centaines de navires, des milliers d'hommes s'entredéchirèrent dans un maelstrom de bois brisé, de cris et de sang. La bataille fut un désastre pour Venise. La flotte vénitienne fut décimée et Marco Polo, au milieu du chaos, fut capturé par les Génois. Il fut emprisonné à Gênes, dans une cellule sombre et humide, loin des palais d'or de Kambalik et des vastes horizons de l'Asie. Le destin, avec son ironie cruelle, l'avait ramené d'un bout du monde pour l'enfermer dans un cachot, à quelques jours de navigation de sa ville natale. C'est dans cette captivité inattendue que le destin de Marco Polo allait prendre une tournure décisive, une tournure qui allait graver son nom dans les annales de l'histoire. Il partageait sa cellule avec un autre prisonnier, un homme du nom de Rustichello da Pisa. Rustichello n'était pas un marin ou un marchand, mais un romancier, un écrivain de romans de chevalerie, un homme dont l'imagination était aussi fertile que la sienne. Il avait un sens inné du récit, de la mise en scène, de la manière de captiver un auditoire. Au début, les deux hommes échangèrent des banalités de prisonniers, des plaintes sur leur sort, des souvenirs de leur vie passée. Puis, peu à peu, Marco commença à raconter son histoire. Il parlait de la cour de Kubilai Khan, des villes de Cathay, des peuples rencontrés, des merveilles qu'il avait vues. Rustichello, un homme avide de récits fantastiques, écoutait, fasciné. Ses yeux s'écarquillaient à chaque description de palais d'or, de charbon qui brûlait, de papier-monnaie, de coutumes étranges. Il sentait qu'il tenait là bien plus qu'une simple histoire de voyage. Il tenait une épopée, un roman de chevalerie du monde réel. « Marco, mon ami, dit Rustichello un jour, sa voix emplie d'une excitation contenue, ces récits sont trop précieux pour être perdus dans l'obscurité de cette geôle. Ils doivent être écrits, couchés sur le papier, pour que le monde entier puisse les connaître. » Marco hésita. Il avait déjà raconté ses histoires à Venise et n'avait rencontré que le scepticisme. Mais Rustichello n'était pas un marchand vénitien. Il était un artiste, un homme qui comprenait la puissance des mots, la magie du récit. Marco sentit une lueur d'espoir. Peut-être que, sous la plume d'un écrivain, ces vérités seraient enfin entendues. Ainsi commença la collaboration qui allait donner naissance à Il Millionné, ou le livre des merveilles du monde, ou encore la description du monde. Jour après jour, dans la pénombre de leur cellule, Marco dictait, et Rustichello écrivait. Marco puisait dans sa mémoire prodigieuse, décrivant les paysages, les villes, les peuples, les coutumes, les animaux, les technologies. Il revivait chaque étape de son odyssée, depuis les déserts de Perse jusqu'au palais de Kambalik, depuis les jungles de Sumatra jusqu'aux steppes de la Mongolie. Il parlait avec une précision d'observateur, mais aussi avec la passion d'un homme qui avait vécu ces choses. Rustichello, de son côté, n'était pas un simple scribe. Il était un romancier. Il connaissait l'art de dramatiser, d'embellir, de rendre un récit plus vivant, plus captivant. Il structurait les propos de Marco, ajoutant parfois des éléments de style propres au roman de l'époque, des apostrophes au lecteur, des descriptions plus imagées. C'est dans ce processus de collaboration que la légende de l'exagération de Marco Polo a sans doute pris racine. Marco racontait ce qu'il avait vu, et Rustichello, pour rendre le récit plus attrayant pour un public médiéval habitué aux merveilles et aux chevaliers, le magnifiait, lui donnait une dimension héroïque, romanesque. Le manuscrit grandissait, feuille après feuille, rempli d'encre sur le parchemin rugueux. C'était un travail colossal, une tentative de condenser l'immensité d'un monde dans les limites d'un livre. Marco y voyait une revanche sur le scepticisme, une preuve irréfutable de son incroyable voyage. Il n'y avait pas de carte plus détaillée que ses mots, pas de description plus précise que ses souvenirs.
En 1299, la paix fut signée entre Venise et Gênes. Marco Polo fut libéré de sa captivité. Il revint à Venise, non seulement avec ses richesses et ses souvenirs, mais avec un livre, un témoignage écrit de son Odyssée. Il millionné commença à circuler, d'abord sous forme de manuscrits copiés à la main, puis traduits en plusieurs langues. Il devint rapidement un best-seller médiéval, un phénomène littéraire qui allait enflammer l'imagination de générations de lecteurs. La vie de Marco après sa libération fut celle d'un citoyen vénitien prospère. Il se maria avec Donata Badoer, une femme de bonne famille, et eut 3 filles, Fantina, Bella et Moretta. Il continua ses activités commerciales, mais son nom était désormais indissociable de son livre. Il fut une figure respectée, mais toujours entourée d'une aura de mystère et de controverse. Ses contemporains, tout en admirant la richesse de ses récits, continuaient à douter de leur véracité. On disait qu'il était l'homme aux millions de mensonges, un conteur extraordinaire, mais peu fiable. Pourtant, malgré le scepticisme, il millionné eut un impact profond. Il offrit à l'Europe une fenêtre sur un monde qu'elle ignorait largement. Il décrivit la richesse et la sophistication de la Chine, la grandeur de l'empire mongol, la diversité des cultures et des civilisations asiatiques. Il inspira les cartographes, qui commencèrent à dessiner des cartes plus précises de l'Asie, intégrant les informations de Marco. Il nourrit l'imagination des marchands et des explorateurs, leur ouvrant de nouvelles perspectives commerciales et géographiques. Des générations plus tard, un jeune navigateur génois, Christophe Colomb, lut avec avidité le livre de Marco Polo. Il fut fasciné par les descriptions de Cathay et du Japon, de leurs richesses et de leurs épices. Il y trouva la motivation et les arguments pour entreprendre son propre voyage vers l'Ouest, convaincu qu'il atteindrait l'Orient en traversant l'océan Atlantique. L'influence de Marco Polo sur les grandes découvertes est indéniable, même si Colomb n'atteignit jamais le Cathay de Marco. Marco Polo s'éteignit à Venise en 1324, à l'âge de 70 ans. Sur son lit de mort, entouré de sa famille et d'un prêtre, on lui demanda, selon la légende, de renoncer aux millions de mensonges qu'il avait racontés dans son livre. Marco, avec un dernier souffle, aurait répondu « Je n'ai pas raconté la moitié de ce que j'ai vu ». Cette phrase, qu'elle soit apocryphe ou non, résume parfaitement l'homme et son œuvre. Il avait vu un monde si vaste, si riche, si étrange, qu'il dépassait l'entendement de ses contemporains. Le legs de Marco Polo est complexe et paradoxal. D'un côté, il fut le plus grand voyageur de son temps, un observateur inégalé, un homme qui a ouvert l'Occident à la connaissance de l'Orient. Son livre, malgré ses imprécisions et les embellissements de Rustichello, fut une source inestimable d'informations géographiques, ethnographiques et culturelles. Il a brisé les barrières de l'ignorance et de la peur, révélant un monde d'une richesse et d'une sophistication insoupçonnées. D'un autre côté, il fut le millionné, l'homme dont les récits étaient trop grandioses pour être crus. Il fut un prophète en son temps, mais sans l'honneur de la reconnaissance immédiate. Sa vérité fut perçue comme une fiction, sa réalité comme un mythe. Ce décalage entre ce qu'il avait vu et ce que ses contemporains étaient prêts à croire est au cœur de son histoire. Il fut le premier Européen à documenter la Chine avec une telle profondeur, à décrire le mode de vie des Mongols, à rapporter l'existence du Japon, de l'Indonésie, de Madagascar. Son voyage ne fut pas seulement une quête de richesse, mais une quête de connaissance, une soif insatiable de comprendre le monde. Il a prouvé que la Terre était bien plus grande, plus diverse, plus mystérieuse que ce que les cartes et les légendes de l'époque laissaient entendre. Il a jeté un pont entre deux mondes, l'Occident et l'Orient, jetant les bases d'une compréhension mutuelle, même si celle-ci fut lente à se développer. Aujourd'hui, le nom de Marco Polo résonne comme un symbole d'aventure, d'exploration et de curiosité. Son histoire est celle d'un homme qui a osé regarder au-delà de l'horizon, qui a défié les limites du connu et qui a rapporté des merveilles qui continuent de fasciner. Il fut le premier grand conteur de l'Orient, un homme dont le récit, qu'il soit exagéré ou non, a changé la façon dont l'Occident percevait le monde. Son héritage n'est pas seulement un livre, mais une invitation permanente à l'ouverture d'esprit, à la découverte, à la remise en question de nos propres certitudes. Le murmure de la lagune de Venise, les vents des steppes d'Asie, le clapotis des eaux des mers lointaines, tout cela résonne encore dans son nom, un écho éternel de son voyage extraordinaire.